Heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La conférence des Nations Unies sur le climat de cette année s'est tenue en Égypte dans un contexte d'événements météorologiques extrêmes dans le monde entier, d'une crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine et de données scientifiques réitérant que le monde ne fait pas assez pour lutter contre les émissions de carbone et protéger l'avenir de notre planète. Quels sont les acquis de cette COP27? Quelques éléments de réponse dans cette émission. Nous recevons Oboué Durand. Merci d'être sur notre plateau. Merci beaucoup Thomas. Nous aurons toujours plaisir à vous recevoir pour les questions d'ordre environnemental. Je rappelle que vous êtes coordonnateur PACJA Côte d'Ivoire, qui est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Vous avez déjà pris part à plusieurs COP pour celle qui vient à peine de s'achever, c'est-à-dire en Égypte. Vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller. Oui. Vous avez suivi de très près les différents débats. Revenons tout de suite sur l'ordre du jour, les grandes questions qui ont été mises sur la table. D'accord, merci beaucoup Thomas. Mais avant tout, je tenais vraiment à remercier la chaîne de télévision Medi 1 qui constitue vraiment une voix pour les pays africains de pouvoir mieux se faire entendre surtout sur la problématique du climat. Donc vraiment, je vous remercie très sincèrement pour la voix que vous nous accordez pour pouvoir nous exprimer. Alors, il faut dire que dans l'ordre du jour de cette 27e conférence des parties qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh, il y a plusieurs points qui étaient à l'ordre du jour, notamment la question de l'adaptation, la question de l'atténuation, donc on fait allusion aussi à la transition juste, et aussi la question des pertes et dommages, et enfin les mesures de mise en œuvre des engagements qui ont été pris au cours des différentes COP qui se sont tenues. À quel niveau est-ce qu'on attendait l'Afrique par rapport à l'organisation de cette COP 27? Ah, d'accord, merci. Alors, mais il faut dire que avant cette COP, l'Afrique a eu déjà organisé d'autres COP sur le continent africain. Oui, effectivement. Alors là, effectivement, je peux rappeler en attendant certaines COP, d'accord. Il y a eu la COP tenue au Maroc, donc ça c'était la COP 22, donc en 2016. Il y a eu la COP 7 qui s'est tenue en 2001 et c'était toujours à Marrakech aussi. Et après cela, il y a eu la COP 12 qui s'est tenue en 2006, c'était à Nairobi, au Kenya. Et il y a eu également la COP 17 qui s'est tenue à Durban, donc en 2011, en Afrique du Sud. Et cette COP, qui est la COP 27, qui se tient maintenant à Sharm el-Sheikh. Donc, c'est toujours des discussions qui se tiennent. Ce sont des engagements, ce sont des négociations sur des engagements qui ont été pris par les pays développés qui doivent être mis en œuvre pour aider les pays en développement à assurer leur résilience au changement climatique. Est-ce que vous pensez que l'Égypte a réussi le pari de cette organisation de la COP 27? Bien sûr, en termes de mobilisation, déjà les chiffres qu'on avait, on pense bien que cette COP est celle depuis l'histoire des COP qui serait la COP qui a mobilisé beaucoup plus de personnes. Alors, l'autre défi, c'était au niveau de certains engagements. Quand on prend par exemple la question des pertes et dommages, qui depuis ces dernières années est dans le discours des peuples africains surtout, qui voudraient que les pays développés puissent passer à une certaine forme de réparation que nous appelons les pertes et dommages liés au changement climatique. Donc cette année, cette question a été inscrite dans l'agenda des discussions au niveau de la COP27 qui s'est tenue. Donc il y a eu des discussions en tout. Revenons sur l'accord de Paris de 2015. Oui. À quel niveau est-ce que nous en sommes par rapport aux engagements qui ont été pris? D'accord, merci. Il faut dire qu'au niveau de l'accord de Paris sur le climat, ça a été vraiment un accord historique parce que pour la première fois de l'humanité, près de 195 pays se sont réunis, ils se sont accordés sur la signature de cet accord pour lutter contre les effets des changements climatiques. Donc réduit jusqu'à 2 degrés Celsius le niveau de la température de la planète en fait. Voilà. Alors il faut dire que après l'accord de Paris sur le climat, les pays ont pris des engagements volontaires qui se sont résumés en ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, donc les CDN. Donc ces engagements pris par ces différents pays sont des engagements volontaires, donc ils doivent travailler à mettre en œuvre ces engagements-là. Mais lorsque nous évaluons les engagements de certains pays, surtout les pays industrialisés, on trouve que ces engagements sont moins ambitieux. Voilà, même si par moment certains pays vont jusqu'à 40 degrés de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, même pour d'autres 50, mais on trouve que cela reste encore insuffisant, donc ils doivent fournir un peu plus d'efforts. Et après l'accord de Paris, vous avez constaté qu'il y a eu l'avènement de certains présidents qui ont été hostiles à la mise en œuvre de cet accord de Paris, notamment au niveau des États-Unis avec l'arrivée du président Donald Trump, donc, qui s'est engagé dans cette procédure du retrait des États-Unis de l'accord de Paris.
Il y a eu également le président brésilien, donc lui également qui est arrivé et a accéléré le processus de déforestation de l'Amazonie. On sait ce que l'Amazonie représente aujourd'hui pour l'humanité, voilà, en termes de production d'oxygène pour l'humanité et aussi de séquestration du carbone qui est émis. Donc, avec l'avènement de ces décideurs-là, ça a donné un coup de frein au processus d'engagement que les autres pays avaient pris parce que ce sont des pays importants au niveau mondial, tels que les États-Unis et autres. Mais lorsqu'il n'y a plus d'engagement venant de la part de ces pays-là, alors on constate que les autres pays également qui avaient pris des engagements ne vont pas vouloir les respecter comme prévu. Au début de cette COP, le secrétaire général de l'ONU a affirmé que l'humanité doit coopérer ou périr. Quelle est l'importance d'une telle assertion? Est-ce qu'elle est pleine de sens véritablement? Elle est pleine de sens parce que lorsqu'on parle de la coopération ici, il faut voir tout de suite les engagements qui ont été pris. Voilà, donc les pays développés doivent respecter leurs engagements, premièrement. Deuxièmement, c'est de passer effectivement à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Une fois que ces engagements sont respectés, je pense bien que la coopération dont le secrétaire général des Nations Unies parle pourra être respectée. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous pouvons constater, même au niveau de la Côte d'Ivoire récemment, avec les pluies que nous avons constatées, la ville de Dimbokro qui était avec plusieurs quartiers et villages qui étaient inondés. Au niveau du centre de la Côte d'Ivoire, plusieurs localités ont été inondées par les pluies. Au niveau même du sud-est, au niveau de certains villages d'Abouasso, tout ça, il y a eu plusieurs cas d'inondation. On peut prendre au niveau africain avec le Tchad par exemple qui a connu de forts temps d'inondation aujourd'hui au Bangladesh et tout ça, plusieurs pays qui sont inondés. Donc la question des changements climatiques, c'est vraiment une question de vie ou de mort. On parle même de cette crise climatique-là. D'accord, la COP a commencé le 6, a pris fin le 18 avec beaucoup d'attentes. Est-ce que les attentes ont été à la hauteur? Quels sont les acquis? Au niveau de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, nous avons déjà rédigé une déclaration qui montre la déception des organisations de la société civile, membres de cette plateforme-là, qui sortent vraiment déçus de cette COP. Alors, il y a plusieurs questions, notamment la question des pertes et dommages, qui n'a pas été suffisamment discutée. On attendait que les pays développés prennent des engagements maintenant pour dire que, voilà, nous allons appuyer les pays en développement à pouvoir faire face à ces pertes et dommages. Mais les discussions ont été reportées jusqu'en 2024, à la COP qui va se tenir en 2024. Donc là, nous voyons que 2 ans encore avant de discuter des questions de pertes et dommages comme c'est prévu. Pendant ces 2 années, comment les pays africains vont vivre? Alors que les effets des aléas climatiques se manifestent sur le continent. L'Afrique pollue le moins et puis paie le lot tribut. Effectivement. Et l'autre déception se situe au niveau de la mobilisation des 100 milliards de dollars qui devaient être mobilisés. Et depuis 2020 déjà, ces fonds devaient être mis à la disposition des pays en développement. Mais jusqu'à aujourd'hui, la mobilisation de ces fonds reste encore un défi. Pour ceux qui sont plus ambitieux, parlent de 70% de ces fonds-là qui ont été mobilisés. Par contre, d'autres même parlent de près de 25% qui ont été mobilisés. Donc, il y a vraiment encore beaucoup d'efforts à faire. Ce sont des engagements que les pays développés ont pris. Donc, ils doivent passer au respect de ces engagements. D'accord. Dans de telles conditions, qu'est-ce que l'Afrique devra faire à l'issue de cette COP? C'est de mobiliser encore les organisations de la société civile. C'est de continuer à faire pression, de ne pas lâcher. Il faut continuer à participer aux grandes rencontres pour faire entendre la voix des pays africains. Et toujours faire remonter les effets des aléas climatiques que nous constatons sur le continent africain, de sorte que ces pays développés puissent prendre conscience qu'ils ont pris des engagements et qu'ils doivent les respecter. N'y a-t-il pas autre chose à faire que quand on sait que l'Afrique se retrouve la plupart du temps dans les grandes rencontres, se réunit dans des groupes pour pouvoir porter sa voix et ressort parfois un peu déçu? Y a-t-il pas d'autres stratégies pour pouvoir faire fléchir? Oui, ce qu'il faut faire, c'est que progressivement, l'Afrique même doit pouvoir mettre en place des fonds au niveau national. Parce que c'est vrai que les pays développés ont pris des engagements, mais même s'ils peinent à mettre en œuvre ces engagements-là, au niveau national, nous devons pouvoir voir dans quelle mesure on peut commencer à financer nous-mêmes les plans d'adaptation que nous avons mis en place. Entre-temps, effectivement, vous l'avez dit, il faut accélérer le processus de la transition énergétique. Absolument. Pour que l'Afrique puisse passer à un autre niveau. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Boué Durand, merci d'avoir accepté de prendre part à cette émission autour de la COP 27. Nous avons essayé donc de dresser une sorte de bilan. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.